Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Abaton Rompu, un nouveau numéro où nous allons essayer de faire le point à la fin de cette première semaine de campagne législative, une semaine finalement où le temps a été compressé comme jamais et où il s'est passé énormément de choses. Une semaine qui est avant tout une semaine de beaucoup d'échecs, même si je m'arrêterai essentiellement dans cette émission sur ce qui s'est passé à gauche, qui a donné à voir pendant un temps du moins une perspective un petit peu différente. Mais commençons par balayer finalement le panorama politique qui est en place depuis la dissolution qui a été annoncée par M. Macron dimanche dernier. Et regardons comment ont réagi les différentes formations à cette annonce et ce qu'elles ont réussi à faire ou ne pas faire dans la semaine. Alors bien sûr, le cas d'école, c'est LR, le parti Les Républicains, qui a vécu une tragicomédie, un psychodrame en quelques heures, en quelques jours. Là, le temps a été plus compressé encore que jamais quand on se souvient de la tentative de rapprochement qui a été annoncé par monsieur Ciotti, puis la tentative de putsch ou de reprise en main interne par ses principaux opposants, avant que finalement la justice vendredi ne rende les clés du parti à monsieur Ciotti. On voit bien à quel point finalement les Républicains sont là complètement dans le casse-noix, sont totalement écartelés, et plus encore que jamais au risque de la disparition. D'autant plus que le dépôt des candidatures s'achevant ce dimanche, les candidats supposés de LR n'ont plus que quelques heures pour se déclarer en tant que tels. Or, qui délivre les investitures officielles de LR? Désormais, c'est à nouveau M. Ciotti, puisque la justice lui a rendu à nouveau les clés du parti. On voit bien que les gens qui voudraient être investis par LR n'ont finalement aujourd'hui plus beaucoup de choix, et on sent bien qu'ils sont rejetés finalement d'un côté ou de l'autre, et que la meilleure échappatoire pour eux serait soit d'aller pour les uns chez M. Macron, soit d'aller au RN pour les autres, mais LR en tant qu'entité, il est clair que ce parti en tant que tel a vécu. Ça ne veut pas dire que la droite ou les droites en tant que telles ne trouveront pas le moyen de se reformer le moment venu, et on voit d'ailleurs déjà les tentatives tant de la part de M. Philippe et de son mouvement Horizon que de M. Attal, nous dit-on, pour essayer de coopter tout cela dans la perspective de 2027, si 2027 élection présidentielle il y a à cette date, mais en attendant, LR est dans une crise la pire qu'elle ait connue, et LR en tant que parti n'y survivra pas. Voilà. Deuxième force qui a été réduite à l'explosion dans la semaine qui vient de s'écouler, bien sûr, c'est Reconquête de M. Zemmour. On a vu le divorce en plusieurs étapes entre M. Zemmour et Mme Marion Maréchal, qui s'est opérée avec la tentative de rapprochement de celle-ci pour porter l'idée d'union des droites, elle qui a embarqué la plupart du parti Reconquête dans son escarcelle, M. Zemmour qui se retrouve isolé, et finalement qui n'est jamais rien d'autre que le Maigret de M. Le Pen d'il y a une vingtaine d'années. Donc RN et Reconquête est mis sur le côté en tant que tel, et il y a fort à parier là encore que le parti, l'institution Reconquête, même si elle est beaucoup plus récente, elle-même ne survivra pas à cette crise. Troisième élément du paysage, le RN, puisque je l'évoquais avec Reconquête. On doit dire que le RN, avec la situation et la position de force qui était la sienne au lendemain de l'élection européenne, n'a pas su capitaliser. Ils n'ont pas fait d'erreur manifeste, mais ils n'ont pas su capitaliser sur la dynamique qui a émané du scrutin. J'en veux pour preuve que M. Bardella et Mme Le Pen se sont précipités dès le lundi pour ouvrir des discussions avec Mme Marion Maréchal, et donc d'une certaine manière avec Reconquête, avant de faire machine arrière dès le lendemain, sentant bien que finalement l'alliance avec Reconquête n'était pas une alliance qui allait permettre d'élargir leur socle et leur assise électorale et de parler plus largement, et ils ont donc choisi à ce moment-là de s'adresser à monsieur Ciotti. Bonne pioche en apparence, sauf que M. Ciotti a lui-même été victime, on vient de le dire, de la confrontation interne au sein des Républicains. Et finalement, le RN est apparu un petit peu éclaboussé
par les dérives et les problèmes rencontrés par les formations auxquelles il est susceptible de s'unir. L'idée des droites, de l'union des droites, faisant malgré tout son chemin dans la période. Et enfin, dernière formation qui a subi une semaine horribilis, c'est bien sûr M. Macron et Renaissance. Alors, la plongée qui était celle de Madame Ayer dans les sondages, bien sûr l'hémorragie a été arrêtée avec la perspective de l'élection législative. Et pour autant, on voit bien que la stratégie qui était celle de M. Macron n'a pas tenu toutes ses promesses. Si M. Macron est bien plus habile à détruire qu'à construire et qu'il a réussi son opération de fait de destruction de LR, eh bien il a échoué sur le pari qu'il avait fait de l'implosion de la gauche avec les tiraillements que l'on connaissait, notamment entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. M. Macron d'ailleurs qui s'est livré à une confidence cette semaine en disant à un grand patron que finalement il était assez fier de son coup avec je reprends ces termes, la grenade dégoupillée qu'il avait mise dans les jambes des autres formations et qu'il allait voir comment elles allaient s'en débrouiller. Eh bien, finalement, le pari de M. Macron, de ce point de vue-là, est perdu, puisque, en tout cas à ce stade, parce que celui qui risque aussi, au même titre que LR, au même titre que Reconquête et la disparition, c'est sa formation qui est pourtant forte aujourd'hui, de plus de 250 députés et qui risque d'en perdre plus de la moitié dans cette élection, peut-être même encore plus si la polarisation de la vie politique et la bipartition de la vie politique telle qu'elle s'est dessinée aux européennes devait se retrouver avec une faible participation pour les seconds tours. Autrement dit, s'il ne pouvait y avoir que 2 candidats au second tour lors de la prochaine élection législative dans maintenant 15 jours, parce qu'il n'y aurait que 2 candidats qui passeraient les 12,5% des inscrits, eh bien les candidats de M. Macron feraient souvent en général l'effet de ce seuil qui est placé, et de fait, ce seraient eux qui seraient dans l'impossibilité de concourir pour l'emporter sous forme de triangulaire ou de second tour et de duel dans lesquels d'autres forces se rabattraient sur eux. Donc, le pari de M. Macron, pour l'instant, à ce stade, semble perdu, et il semble perdu parce qu'il avait fait le pari de l'explosion de la gauche. Or, cette explosion n'a pas eu lieu. Alors arrêtons-nous donc sur le cas de la gauche. On a vu ce qui s'est passé, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, le soir même du résultat des élections européennes. D'abord, le coup de poker gagnant qui a été lancé par François Ruffin, sans doute en concertation à l'époque avec Olivier Faure, avec Fabien Roussel, avec Marine Tondelier, les principaux responsables, pour proposer le Front Populaire, puisque dès que M. Ruffin a dégainé à l'antenne sa proposition de Front Populaire, les autres se sont empressés d'y souscrire. On a vu le dimanche soir M. Mélenchon qui était dans une stratégie tout autre, qui ne rentrait pas là-dedans et qui essayait de capitaliser sur LFI, sur la marque LFI, sur l'étiquette LFI, quitte même à se projeter d'ailleurs uniquement dans une perspective d'élection présidentielle. Bon, on a vu que M. Mélenchon aussi, et je m'en étais arrêté là lors de mon précédent point, avait su immédiatement, dès le lendemain, réagir et virer Kazakh quand il a senti l'attente populaire au sein de la gauche qu'il y avait pour cette union. Et donc, dès le lendemain, il a appelé à ce que les différentes forces se réunissent. Et il faut bien le dire, pendant 4 jours, de lundi à vendredi, c'est une performance assez rare qui a été réussie par ces différentes formations, quand on connaît les divergences qui sont les leurs, puisqu'elles ont réussi à atterrir non seulement sur un programme, c'est pas toujours le plus compliqué le programme, mais elles ont réussi à atterrir sur une clé de répartition des investitures. Elles ont même réussi à atterrir sur quelques règles importantes qu'il fallait définir pour le cas où elles seraient en situation de former un gouvernement, nous y reviendrons, et dans ce cas-là, il avait été décidé, selon les dires des uns et des autres, de M. Faure et de M. Mélenchon, que la proposition de Premier ministre devrait revenir à la formation qui avait le plus de députés au sein de cette alliance nouvelle du nouveau Front Populaire. Voilà où nous en étions finalement sur un constat plutôt de réussite, mais de réussite poussée et adossée à une potentielle dynamique qui est la dynamique populaire au sein de la gauche, qui était peut-être à même,
Je ne sais pas, nous verrons si ça se vérifie dans les jours et semaines qui viennent, si ça se traduit dans les urnes ou pas, mais qui était peut-être à même de faire sortir la gauche du socle, qui est en même temps un plafond, dans lequel elle est inscrite depuis maintenant 2017, c'est-à-dire que la gauche d'élection en élection fait entre 30 et 32% depuis 2017. Elle ne varie pas, vous le savez, d'un iota d'une élection à l'autre. Le total gauche des élections européennes de 2024 est très exactement le même au point près que le total gauche de 2019, et donc sans élargissement du socle, on peut raisonnablement penser que la gauche n'est pas en situation de prendre le pouvoir, mais peut-être que la dynamique qui existe, qui est indéniable, qui est puissante dans le pays, qui repose sur une négation, en l'occurrence sur le fait de vouloir empêcher le Rassemblement national d'atteindre le pouvoir, mais quand bien même elle se définit par la négative, cette dynamique existe et peut-être était-elle en capacité d'élargir l'assise et le socle de ce qu'est la gauche depuis maintenant quasiment une dizaine d'années. Sauf que, voilà où nous en étions vendredi, d'un coup, patatras. Voilà, tout explose le vendredi en deux temps et un petit peu en parallèle. Alors commençons par LFI, puisque à partir du moment où les uns et les autres ont eu leur clé de répartition, chaque parti a investi ses propres candidats. Là encore, j'y reviendrai. LFI a investi les siens, sauf que certains manquaient à l'appel parmi les sortants notamment. Alors bien sûr, on a vu que LFI avait réinvesti M. Quatennens alors que sa candidature faisait débat, mais dans le même temps, ils ont coupé l'herbe sous les pieds, et puis ils ont coupé tout court les candidatures de Mme Garrido, de M. Corbière, de Mme Simonet, mais également de proches de François Ruffin ou de Clémentine Autain, qui étaient des députés sortants et qui n'ont pas été réinvestis. Patatras donc, crise interne comme d'habitude suite à cette nouvelle purge, je parle en connaissance de cause à l'intérieur de LFI, crise d'autant plus importante que François Ruffin, pour le coup, avait mis du temps à faire maturer son émancipation de LFI et de Jean-Luc Mélenchon, mais sa réponse a été relativement saignante dans la nuit de vendredi à samedi. On a donc compris qu'il y avait une crise interne. Madame Autain s'est joint aux remarques de François Ruffin, et les autres formations de gauche ont d'ailleurs embrayé sur la situation. Donc, conflit ouvert au sein de LFI, mais aussi avec LFI, dont certains pourront tirer bénéfice, et d'ailleurs on peut se demander pourquoi, quand même, LFI a eu cette stratégie un petit peu jusqu'au boutiste. Parce que à partir du moment où la règle de celui qui aurait le plus de députés, qui devait proposer quelqu'un pour le poste de Premier ministre avait été établie, on peut penser que LFI aurait eu intérêt à avoir le plus de députés possible. Or, avec cette stratégie, de fait, il renvoie un certain nombre de députés dans les bras du PS ou d'Europe Écologie Les Verts, ou voire peut-être du PCF. En tout cas, il renvoie un certain nombre de députés ailleurs, voire dans un nouveau groupe qui pourrait éventuellement se fonder en autonomie autour de M. Ruffin ou de Mme Autain. Et donc, on voit bien qu'ils perdent là un potentiel numérique qui leur aurait permis d'assurer le leadership au sein de la gauche. On doit raisonnablement se demander qu'est-ce qui a prévalu à ce coup de poker, à cette mauvaise estimation de ce qu'était le rapport de force, à cette mauvaise estimation de ce qu'était la dynamique populaire aussi, dont on a l'impression que les dirigeants de LFI n'ont pas pris conscience en préférant faire eux de l'interne au moment où c'est la question externe et la question du rapport avec le pays qui se jouaient. D'une certaine manière, on a la sensation que LFI ne croyait pas à cette capacité de prendre et d'accéder au pouvoir, et autrement dit de gagner les prochaines élections législatives. L'avenir nous dira ce qu'il en est, mais ce qui est sûr, c'est que les autres formations s'en frottent les mains, et elles sont toutes contentes de l'aubaine, puisque, en faisant cela, d'une certaine manière, LFI acte la perte de son leadership au sein de la gauche. Je dis acte la perte de son leadership au sein de la gauche, car si LFI se taille la part du lion dans le nombre de circonscriptions, on a bien compris que dans les circonscriptions gagnables, le PS en avait récupéré pas mal, et avec l'appoint qui sera fait soit d'ici au 30 juin, soit d'ici au 7 juillet
par des candidats qui étaient peut-être labellisés insoumis, mais qui vaudront peut-être plus d'ici l'élection de l'étiquette insoumise, ou qui après le 7 juillet, une fois qu'ils seront élus, voudront peut-être siéger dans un autre groupe, on voit bien que le leadership au sein de la gauche est en train de basculer, et que finalement LFI a contribué à perdre par lui-même ce leadership au sein de la gauche. Je le dis d'autant plus que ça va être l'un des facteurs importants, vous savez, le facteur des seconds tours. Il y aura sans doute beaucoup de seconds tours entre le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Or, les chiffres de 2022 ont été très significatifs en la matière, et j'imagine que cette question a été largement évoquée lors des discussions et des négociations sur les circonscriptions, puisqu'à l'époque, LFI ne l'avait emporté face au Rassemblement national dans les seconds tours que dans 36% des cas, c'est-à-dire dans 12 cas sur 33, quand par exemple le Parti Socialiste l'avait emporté dans 73% des cas, dans 11 cas sur 15, et même le Parti Communiste l'avait emporté face au Rassemblement National dans 64% des cas, c'est-à-dire dans 7 cas sur 11. Donc il n'est pas du tout acquis que LFI garde sa place stratégique au sein de la gauche. Il y a même fort à parier que ces différents éléments qui viennent de se passer vont la lui faire perdre, et finalement c'est toute la stratégie de Jean-Luc Mélenchon depuis 2018 qui s'en trouve pour le coup remise en question. Mais je n'ai pas fini sur le moment de débandade finalement qui sera ponctuel ou qui ne le sera pas de la gauche, puisque je viens de parler de LFI, mais il faut bien parler des candidatures du Parti socialiste. On a appris quelques heures avant à peine la purge de LFI, que le Parti socialiste investissait, par exemple, Aurélien Rousseau, qui était le directeur de cabinet de Madame Borne lorsqu'elle a passé la réforme des retraites, et qui était donc la plume de cette réforme des retraites, que d'ailleurs le nouveau Front populaire prétend aujourd'hui abroger. Donc M. Rousseau a écrit la réforme qu'il prétend aujourd'hui abroger, et tout ça en 12 mois. Bravo, c'est une performance. Et dès le lendemain, on apprenait également l'investiture par le Parti socialiste de rien moins que M. François Hollande en Corrèze, qui lui encore va être en contradiction au regard du programme qui est celui du nouveau Front populaire, avec les piteuses réalisations qui ont été les siennes durant son quinquennat. Alors, à ce stade, il faut quand même aussi se demander comment se fait-il, quand bien même un accord a été établi sur les investitures entre les différentes formations, que ceci n'est pas discuté d'un droit de regard des autres formations, non pas sur toutes les candidatures, mais sur les candidatures les plus éminemment médiatiques et politiques, celles qui font le plus sens. On peut peut-être se demander pourquoi, par exemple, LFI n'a pas voulu avoir un droit de regard sur ces candidatures de M. Rousseau ou de M. Hollande. Voulaient-ils être tranquilles avec leur pool de candidatures pour régler leurs affaires internes? La question est en tout cas aujourd'hui sur la table. Alors, qu'est-ce qui peut demain permettre de sortir de cette situation? Eh ben, même pas demain, peut-être aujourd'hui. Il y a de grandes marches et mobilisations populaires de ce qu'il est convenu d'appeler le peuple de gauche. Je n'aime pas moi cette formulation parce que le peuple reste un et indivisible, mais en tout cas il y a de grandes mobilisations qui ont été appelées par la gauche, par les syndicats, par un certain nombre de forces politiques qui viennent en appoint et qui vont témoigner, à n'en pas douter, de l'attente qu'on ressent extrêmement forte, extrêmement puissante dans le pays. Est-ce que ça permettra de faire déborder de son socle initial cette puissance populaire, ou est-ce que finalement la gauche continuera à parler à la gauche et restera une forme d'entre-soi, c'est-à-dire elle continuera à porter une stratégie du socle qui, comme les autres formations, vise à s'adresser à une forme d'électorat captif, avec une forme d'assignation à résidence électorale? Peut-être que l'on en sortira, peut-être que l'on n'en sortira pas. C'est l'un des enjeux importants des nouvelles semaines. Mais il y a fort à parier que les premières informations que j'ai évoquées il y a un instant, tout du moins en tout cas Renaissance ou le Rassemblement national, qui ont connu une première semaine d'une certaine manière quasiment perdue ou avide, vont à un moment ou à un autre se mettre en ordre de bataille. La gauche avait pris un temps d'avance
et peut-être même deux, avec le très beau travail réalisé et cette capacité de rassemblement qui avait été la sienne. Je ne dis pas qu'elle remet les compteurs à zéro, mais elle vient de se tirer une belle balle dans le pied. Les prochains jours et les prochaines semaines vont être bien sûr extrêmement instructifs. Et si tout ça n'était pas aussi tragique, avec des enjeux aussi importants, on aurait quand même eu beaucoup l'occasion, il faut se le dire, de rire cette semaine. La manière dont s'est déroulée cette semaine dans le champ politique a mis au chômage technique tous les humoristes de France pour plusieurs mois. Le rythme des sketchs qui a été proposé par les uns et par les autres a été effréné. Et si vous voulez que je vous dise ce que j'en pense et ce que me dit mon petit doigt, c'est pas prêt de s'arrêter. Alors on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Bon, si tout ça vous a plu ou vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre et appuyer sur le pouce ici en bas, à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, j'espère vous retrouver très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Salut!